pouvons avoir dans notre pays. N'oublions pas que nous sommes un pays immense, avec 450 tribus, et que, comme d'autres pays, nous connaissons des défis internes. Et ces défis internes sont, par rapport à cette problématique, sont des défis de cohabitation entre certaines communautés. Je voudrais vous parler d'abord, avant de répondre à cette question, de ma propre expérience. Comme il a dit, je suis originaire du Sud Kivu, territoire d'Uvira. Je suis de la communauté Banyamulenge. Mais avant d'être membre du gouvernement, je suis d'abord un élu du territoire d'Uvira. Élu du territoire d'Uvira signifie que j'ai obtenu des voix, non pas seulement de ma communauté d'origine, les Banyamulenge, mais aussi des autres communautés. Bafuliro, Bavira, Babembe, Bashi, Barega, qui sont installés dans ce territoire. Et peut-être pour la petite histoire, vous devrez aussi savoir que je suis le fils d'un illustre homme politique, M. Gisaro Muhoza Frédéric, qui lui-même, en son temps, a été également commissaire du peuple. À l'époque, les élus nationaux, on les appelait des commissaires du peuple. Il a été élu en 1977 et il a participé également au Parlement de 1970, mais là, ce n'était pas des élections, mais c'était par désignation en termes de consensus au niveau de la classe politique. Donc, il a été au Parlement à 2 reprises. Tout ceci pour dire que la cohabitation dans notre pays est possible. Cette cohabitation est une expérience réelle. Comme je le dis, je suis élu et donc j'ai dû aller vers ces autres communautés pour demander leur suffrage, qu'ils ont bien voulu m'accorder afin que je les représente au niveau du Parlement, au niveau de la représentation nationale. Et donc, c'est bien la preuve et la démonstration que la cohabitation est possible. Mais lorsqu'on parle de cohabitation, est-ce que cela voudrait dire qu'il n'existe pas de conflits ethniques, qu'il n'existe pas des problèmes de cohabitation entre les communautés? Non, il en existe. Comme il en existe dans tous les pays au monde qui rencontrent ce type de défis. Et donc, moi je dis que le problème n'est pas tant la cohabitation, mais le problème aujourd'hui est de savoir, lorsqu'il y a des problèmes de cohabitation, comment est-ce que l'État les prend en charge? Quelle est la réponse publique sur ces problématiques qui sont des problématiques inhérentes à la plupart des pays dans le monde? L'Afrique du Sud a connu un problème de cohabitation entre les Noirs et les Blancs. Les États-Unis d'Amérique, je parle là de démocratie, ont connu aussi des problèmes de cohabitation entre les Noirs et les Blancs. Et ici, en RDC, il y a effectivement des problèmes de cohabitation entre la communauté dont je suis originaire, Banyamulenge, et d'autres communautés voisines, les Bafuliro, les Babembe, dans une moindre mesure avec les Bavira, mais ce sont des problèmes qui existent. Des problèmes qui sont exacerbés aujourd'hui par 2 phénomènes. Le phénomène de l'existence des groupes armés qui sont pratiquement devenus des groupes armés communautaires parce que chaque communauté du Sud Kivu aujourd'hui a son groupe armé. Les Bavira ont leur groupe armé, les Fuliro. La plupart des communautés du Sud Kivu ont des groupes armés. Donc ça voudrait dire qu'il y a un problème de circulation d'armes et qui font qu'au lieu de régler les problèmes comme Africains au niveau de l'arbre à palabre, mais il y a malheureusement des exactions qui se font parce qu'il y a des gens
qui sont détenteurs d'armes. Mais ce problème est exacerbé aujourd'hui à cause de l'ingérence d'un pays voisin qui est le Rwanda. L'ingérence du Rwanda, au travers des multiples invasions qu'ils ont perpétrées dans notre pays, font que ce problème a pris une dimension qui est aujourd'hui, qui nous fait vivre la situation, comment je vais appeler ça, cette situation terrible que nous connaissons aujourd'hui, où notre pays est divisé, où notre pays est victime d'une agression, d'une occupation, avec des prétextes fallacieux, où un pays vous dit « je viens pour protéger la minorité Tutsi ou la minorité Banyamulenge qui sont en danger d'extermination ». Mais où se trouve ce projet d'extermination? Qu'on me dise à quel endroit on a concocté ce projet et combien de Tutsis aujourd'hui sont massacrés dans notre pays. Nous avons ici affaire à une situation où vous avez un pyromane qui vient, qui dit il y a le feu, alors que le feu n'existe pas, et qui vient après dire c'est moi le pompier pour éteindre ce feu parce que je viens pour protéger une minorité. J'ai eu à le dire ici il y a quelques années, sur le même plateau ici de la RTNC, en disant que nous, comme communauté Banyamulenge, ou de manière plus générale la communauté Tutsi, nous n'avons jamais demandé au Rwanda de venir ici pour protéger notre communauté. Bien au contraire, les différentes invasions que fait le Rwanda ne fait qu'exacerber les problèmes de cohabitation qui peuvent exister. Parce qu'il en existe aussi entre les Luba et les Katangais. Nous l'avons vécu ici. Lors des joutes électorales, on a senti une certaine violence qui est revenue entre ces deux communautés. Nous le vivons aussi en Ituri, entre les Hema et les Lendu, ou encore ici, plus près de Kinshasa, entre les Teke et les Yaka. Tous ces problèmes de cohabitation sont des problèmes que doit résoudre la République démocratique du Congo parce que ce sont des défis internes. Point n'est besoin de voir un État voisin devenir l'avocat d'une partie de notre population et intervenir militairement avec plus de milliers de soldats, soi-disant pour protéger une communauté. Non, l'agenda est tout autre. Parce que je voudrais savoir, et je pose la question, qui protège la communauté Banyamulenge installée ici à Kinshasa? Est-ce le Rwanda? C'est notre État. C'est la RDC qui les protège. Nous avons ici, à Kinshasa, des membres de la communauté. Moi, je les fréquente, je les vois tous les jours. Ils circulent librement dans les villes de Kinshasa, dans la ville de Kinshasa. Nous avons notre communauté, en bon nombre, à Bukavu. Est-ce que c'est les Rwandais qui les protégeaient? Bien sûr, je parle d'avant l'invasion, parce qu'aujourd'hui, ils vont dire que c'est eux qui les protègent. Non. Bien avant l'invasion, qui les protégeait? Ce n'est pas le Rwanda. Ceux qui sont à Uvira, ceux qui sont à Lubumbashi, ceux qui sont à Kolwezi, sans oublier le gros qui vit dans les hauts plateaux de Mwenga, Fizi, Uvira, à Minembwe, puisque c'est le coin qui est le plus connu. Ce n'est pas le Rwanda qui les protège. C'est notre État qui les protège. Il peut y avoir effectivement des manquements. Cela peut arriver, mais il n'est nullement question, et nous n'avons pas invité le Rwanda à venir régler ce problème. Qu'il y ait des discours de haine
vis-à-vis de cette communauté. Parce que une certaine partie de notre population... Le président de la République lui-même, le commandant suprême, l'a dit de manière claire et ferme qu'aucune communauté ne devrait être discriminée. C'est un rappel que nous faisons tous les jours. C'est un rappel qui est très très important parce que, comme nous le savons tous, la République démocratique du Congo est un pays rempli de minorités, mais nous formons tous un seul pays. 26 égale 1, 145 égale 1, comme vous tous, vous le savez. Nous allons commencer, Monsieur le ministre d'État, la série des questions. Il y en a beaucoup, moi-même. Il y a des préoccupations pour lesquelles nous solliciterons vos éclairages, parce qu'il est important que notre population qui nous suit à travers cet exercice comprenne justement la sensibilité du sujet et la nécessité pour elle de faire toujours la démarcation entre ceux qui sont les bourreaux et ceux qui sont des dommages, parce que malheureusement votre communauté est stigmatisée et cette stigmatisation faite par le président Kagame vous expose, comme vous l'aviez expliqué tout à l'heure, aux yeux des autres communautés. Mais c'est pour ça que nous faisons cet exercice, pour que les uns et les autres puissent comprendre et faire la nuance sur cette question et nous préserver d'être considérés comme un pays où il y a une discrimination contre une communauté. Monsieur Amédée Morabou, allez-y pour vous. On verse dans une forme de globalisation ou même de criminalisation de toute une communauté en disant oui, vous êtes avec ces gens-là. Et j'attire l'attention ici parce que c'est ça le piège du Rwanda. C'est ça le piège du narratif rwandais. Lorsqu'ils disent « nous venons pour protéger cette communauté », ils savent quelle est la réaction que cela va susciter de la part des citoyens congolais. Ça va être une réaction de rejet vis-à-vis de cette communauté en disant « ah, c'est vous les complices. Ah, c'est vous par qui nos malheurs arrivent. » Donc nous allons être rejetés par les autres communautés et peut-être les plus extrémistes de la communauté nationale vont même aller jusqu'à faire des discours de haine, vont aller jusqu'à faire des exactions contre cette communauté. Et le Rwanda viendra en disant, voilà ce que je vous disais. N'est-ce pas la preuve que cette communauté est maltraitée? N'est-ce pas la preuve que cette communauté est discriminée, qu'elle est stigmatisée? Parlons de la discrimination de cette communauté. On va atterrir par là avant de prendre les questions, Monsieur le ministre d'État. Parce que c'est non sans émotion que je vous parle. Évidemment. Et vous pouvez le comprendre. Je suis ministre d'État dans ce pays. Je suis élu dans ce pays. Avant moi, il y a eu des ministres d'État. Avant moi, il y a eu même des vice-présidents, un vice-président. Il y a eu des vice-ministres. Il y a eu des élus, membres du bureau de notre Parlement. Toutes ces fonctions, ce sont des Banyamulenge qui les ont occupées. Et donc, lorsqu'on parle de discrimination, il faut quand même nuancer les propos. Parce que notre communauté a toujours été représentée, je ne vais pas dire dans toute l'histoire, mais je vous ai compté, je vous ai dit que dans les années 70, nous avions un élu. Et plus tard, il y a eu peut-être un vide pendant un moment donné, mais plus tard, nous avons eu un ministre des Affaires étrangères ici. Et tout ce que je viens les fonctions que je viens de citer. Donc, la représentativité de notre communauté est une réalité aussi. Ça n'exclut pas, effectivement, qu'il y ait eu, comme je l'ai dit, des problèmes de cohabitation avec certaines communautés, ou peut-être même ici à Kinshasa. Parce que disons les choses telles qu'elles sont. Lorsque notre pays est agressé, lorsque notre pays est attaqué, mais il y a une forme de révolte ici, à Kinshasa. Et lorsqu'on voit dans la rue quelqu'un qui se promène avec mon faciès, on dit « Atala Barwande Bangoy ».
Donc cette confusion qui vient dans le chef de notre population, mais quelle en est la cause? C'est d'abord les attaques. C'est d'abord l'agression. Bien sûr, l'élément déclencheur. L'élément déclencheur. Et donc, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est de ne pas verser dans ce piège qui nous est tendu. Poison rwandais. Ce piège qui nous est tendu, qui tend à nous diviser, qui tend à exploiter nos conflits, à exploiter nos divergences internes pour servir des agendas que la plupart de ceux qu'on utilise ne connaissent pas. Voilà le danger qui nous guette. Je vais peut-être m'arrêter là. Monsieur le ministre, merci beaucoup. C'était lent parce que j'avais prévenu en début de cet exercice que c'était un briefing particulier. Je voudrais, avant que nous ne puissions prendre les questions de professionnels des médias, revenir sur ce que le président de la République disait à ces sujets, à ces mêmes endroits où nous sommes, le 22 février 2024. Tout à fait. Qui est affecté par le fait que le Rwanda attaque notre pays et qui dit « mais vous leur ressemblez ». C'est ça le vrai problème. C'est la confusion qu'il y a parce que lorsqu'on regarde le visage des Rwandais, entre guillemets, parce que là aussi il faut préciser que le Rwanda est peuplé non pas que des Tutsis, mais il y a aussi des Hutus et qui sont majoritaires. Mais simplement parce que le régime de Kigali aujourd'hui, qui est dirigé par M. Kagame, et parce que M. Kagame est Tutsi, comme je le suis, comme il y a des communautés à cheval sur chacune de nos frontières. Mais à cause de cette ressemblance de phénotype, on considère que nous épousons leur narratif, nous épousons leur cause. Il n'en est pas question. Moi, et comme beaucoup d'autres, Banyamulenge, et je dirais même des Tutsis, de manière générale, nous ne sommes pas d'accord avec ce que le Rwanda, le plan du Rwanda, le plan macabre du Rwanda sur notre pays. Nos problèmes, nous voulons les régler en interne. Nous n'avons pas besoin de l'intervention d'un autre pays pour venir résoudre ou pour venir nous protéger, comme je venais de le dire. C'est notre État qui nous protège, comme il protège toutes les autres communautés du pays. Et en plus, laissez-moi peut-être continuer là-dessus. Allez-y, s'il vous plaît. Les autres conflits ethniques qui existent dans notre pays, mais les ressortissants, disons les populations de ces communautés-là, sont des communautés aussi qui sont à cheval avec les autres pays. Je vais prendre l'exemple des Hema et des Lendu, qui ont des problèmes aussi de cohabitation. Mais vous avez des Hema qui sont en Ituri, mais des Hema qui sont aussi de l'autre côté de la frontière, en Ouganda. Alors, si aujourd'hui, vous voyez l'armée ougandaise dans notre pays, mais ça, c'est une armée qui est invitée par la RDC parce qu'il y a des accords avec eux. Il y a une mutualisation de nos forces pour résoudre un problème que nous partageons. Par exemple, le problème des ADF, Nalu, qui sont d'origine ougandaise, mais qui sont venus ici, qui se sont réfugiés en RDC et qui déstabilisent leur pays d'origine. Mais l'Ouganda n'est pas venu comme ça sans être invité. L'Ouganda est venu au Congo sur l'invitation de notre gouvernement et nous mutualisons nos efforts, nos forces pour régler ce problème. Monsieur le ministre, une petite parenthèse sur ces sujets de l'Ouganda. Il semble que du point de vue de Rwandais, c'est l'élément déclencheur du conflit actuel et surtout que nous étions avec vous, avec le président de la République à Pondoué,
on a décidé de faire des routes ensemble en partant de Kasindi jusqu'à Goma et que c'est une zone qui est considérée comme une zone d'influence ou que l'existence de cette route empêcherait Kigali et Gisenyi de vivre parce qu'ils déversent leurs produits à Goma. Merci, Monsieur le ministre, parce que là, maintenant, vous parlez des vraies causes de la guerre. Les vraies causes de l'invasion du Rwanda dans notre pays, qui, comme vous savez, sont des causes d'abord économiques, de pillage de nos ressources. Et pour parler de cette question de la route, c'est parce que, justement, nous avions, et je suis ici bien placé pour le dire, parce que je suis ministre des Infrastructures, et j'ai travaillé sur ce dossier, nous avions décidé, dans le cadre de la coopération avec l'Ouganda, de faire la route de Kasindi, qui est la frontière avec l'Ouganda, Beni-Butembo, mais aussi de faire la même route au niveau de Bunagana, Rutshuru, Goma. Deux routes qui sont dans le Nord Kivu. Et nous avions décidé de le faire ensemble, en partageant d'ailleurs les coûts de ce projet. Mais c'est à la suite justement du lancement de ce projet que le Rwanda a décidé d'entrer en guerre avec nous. Pour la bonne et simple raison que aujourd'hui, vous savez que notre pays est un pays enclavé, du moins dans sa partie est, et que pour atteindre l'océan Indien, il faut traverser des pays voisins, dont le Rwanda ou alors l'Ouganda. Et l'essentiel du trafic passe par le Rwanda, Gisenyi, la ville de Gisenyi, qui est la ville voisine, ou Tchangougou, qui est l'autre ville vers Bukavu. Et nous avons l'essentiel des trafics qui passent par là. Parce que... Monsieur Amédée Moirabou, allez-y pour vos questions. Merci beaucoup. Amédée Moirabou pour Finances et Entreprises. J'aurais deux questions d'actualité au ministre Mouyaya. Excellence, on assiste ces derniers temps à une véritable croisade de Rwandais, de Paul Kagame dans le média américain, où on entend la même rhétorique mensongère pour justifier sa présence ou non en République démocratique du Congo. Mais on observe que de votre côté, c'est silence radio. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce qui est fait à votre niveau pour contrer cette croisade dans les médias américains avec la rhétorique mensongère que vous connaissez bien. Alors la deuxième question, Excellence, c'est il y a le Parlement rwandais qui a pris une résolution le 6 mars, c'est tout récent, sur les causes profondes de l'idéologie du génocide dans la région des Grands Lacs. Alors, pour être beaucoup plus précis, j'aimerais lire cette résolution. C'est une quinzaine de résolutions que le Parlement rwandais a prises. Et la première résolution dit ceci. Les causes profondes de la persistance de l'idéologie du génocide à l'est de la RDC et ses conséquences directes sur les Rwandais sont enracinées dans l'héritage colonial. La délimitation arbitraire des frontières a fait en sorte qu'un grand nombre de personnes parlant la langue kinyarwanda se retrouvent, soient devenus des citoyens de l'actuelle RDC. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Vous pouvez être complété par le ministre Lemineta qui a commencé à effleurer cette question quand il a pris la parole. Merci. Merci beaucoup pour vos pertinentes questions. Je crois que nous tous, nous devons être très vigilants et faire attention. Autant nous sommes dans notre droit de regarder ce que font les ennemis, mais il faut surtout être vigilant à ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, les Rwandais n'ont jamais été autant dans une mauvaise posture. Et que la contre-offensive, entre guillemets, si les gens veulent la considérer comme telle, parce que ça se fait en renfort de mensonges aux États-Unis, ne vient qu'en réaction. N'oubliez pas qu'il y a quelques semaines, celui qui est considéré comme le numéro 2 du régime, qui a été des tristes mémoires, chef d'état-major de notre armée en 1997, a été sanctionné par les Américains. Il est ministre d'État en fonction. Il a été sanctionné.
Et vous avez suivi, le président de la République avait fait une interview dans le New York Times où il avait parlé de cette idée de voir comment attirer plus d'investissements américains dans notre secteur minier dans le cadre de la stratégie de la diversification. Les débats aujourd'hui aux États-Unis n'est pas les débats qui consistent à écouter les mensonges répétés des Kagame. Nous savons qu'il a eu des rencontres, notamment au niveau du Capitol Hill au Congrès, où ses envoyés ont reçu une fin de non-recevoir. Vous pouvez venir, on vous écoute, mais on vous dit « Qu'est-ce que vous faites en RDC ? Qu'est-ce que vos militaires font en RDC ?» Il y a des problèmes de gouvernance, il y a massacre de communautés, etc. Mais la question qu'on leur pose, qu'est-ce que vous faites en RDC ? Quittez le territoire, ce n'est pas le vôtre. Ce n'est pas eux qui vont venir régler nos problèmes de gouvernance ou le problème de la coexistence pacifique entre nos communautés. C'est ça les messages qu'ils entendent à Washington. Un mensonge en force d'être entendu ne devient pas la vérité. Parce que, regardez bien, s'il vous plaît, vous pensez que c'est sur quelle base que les Américains ont pris la décision de sanctionner James Kabarebe? Est-ce que les Américains, en prenant ces décisions, ne savaient pas, ne connaissaient pas le narratif rwandais? Vous êtes sûr? Parce que la décision, lorsqu'elle est prise, elle est motivée. Il faut lire ce qui est écrit lorsque James Kabarebe est sanctionné. Dans la posture actuelle où tous les pays du monde, un par un, commencent à prendre des sanctions, les sanctions qui, pour nous d'ailleurs, sont arrivées un peu plus tard, après les condamnations, est illustratif du ras-le-bol, du comportement du président rwandais. Alors moi, je veux bien que les compatriotes puissent être sensibles sur les gesticulations de nos adversaires, mais il faut bien lire et bien interpréter le travail que nous faisons avec le président de la République en tête. Vérifiez, regardez, vous tous, vous avez vu, M. Boulos, que le président Trump a choisi pour être l'envoyé spécial dans le Grand Lac. Et lorsque vous lisez les articles qui annoncent tous, en toile de fond, parlent du deal minier, ou de la discussion. Alors, lorsqu'on veut parler à ce niveau-là des intérêts stratégiques à la fois américano-congolais, mais qu'est-ce que les Rwandais viennent faire là? Au contraire, le président Kagame, il essaye, on sait comment il opère à travers des groupes pour essayer de se trouver une place dans ces débats, mais il n'a pas de place justement dans ce débat qui doit se faire entre la République démocratique du Congo et le gouvernement américain. Et donc ici, il faut savoir que c'est eux aujourd'hui qui ressentent le plus des besoins d'aller s'expliquer dans le monde entier. Vous voyez les gesticulations du ministre des Réseaux sociaux, on veut aller à Bruxelles, on veut aller, mais regardez les mépris avec lesquels ils réagissent dans les communiqués lorsqu'ils sont sanctionnés. Mais les personnes qui sont sanctionnées aujourd'hui se retournent vers les personnes qui leur ont imposé des sanctions pour aller expliquer quoi? Que ce genre-là ne savait pas avant la prise des sanctions. C'est évident qu'ici, ils sont dans une stratégie des manipulations habituelles, une stratégie de désespoir, parce qu'ils savent que des sanctions massives arriveront. En tout cas, tant qu'ils garderont leurs troupes sur notre sol, cela va arriver parce que là, c'est violer toutes les règles internationales en la matière, et surtout que vous suivez quotidiennement des crimes de guerre, on attaque des malades dans les hôpitaux, on les kidnappe, on les tue, on attaque les écoles, mais tout ce qui se fait là, le monde entier voit. Je ne vois pas les discours que le président rwandais et ses sbires ou supplétifs peuvent ressasser matin, midi et soir, qui va changer la réalité qui est vécue sur le terrain, celle des massacres systématiques. Et donc, les Congolais, partout, nous sommes devant avoir confiance. Parce que lorsque nous vous parlons de la combinaison de tous les fronts, ça produit des résultats. Et donc, même sur les terrains où ils sont supposément censés être, nous y étions. J'étais les premiers, moi, à faire les débats avec Mme Ramaya dans Atlantic Council, peut-être parce que c'était en anglais, les uns les autres ne sont pas suivis, n'ont pas pu suivre. Et donc, il y a, on ne vous dira pas, il y a des initiatives en cours, des interviews en cours de préparation qui vont aller à tous les niveaux, parce que les médias constituent pour nous un front à part entière. Donc, de ce point de vue, soyez plutôt rassurés qu'un mensonge, à force d'être entendu, ne deviendra jamais vérité. Sur les deuxièmes volets de votre question que le ministre d'État a effleuré, je serais d'ailleurs heureux qu'il puisse me compléter à ces sujets. Nous savons
qu'en réalité, le plan du Rwanda, derrière tous les faux prétextes aujourd'hui, c'est de réussir à couper une partie de la RDC. Alors, on essaye de deux manières. Soit qu'on l'occupe avec nos militaires en imposant la terreur telle qu'ils l'ont fait, pensant que la communauté internationale, ou d'abord nous-mêmes les Congolais, on ne serait pas vigilants, on se laisserait faire. Comme ça, ils consacrent la balkanisation physique de fait. Parce que ce qu'ils font, c'est quoi? Dans les territoires occupés, quand ils arrivent, la première chose qu'ils font, ils brûlent les archives. Ils brûlent les archives, ils font des redistributions de terres et ils pensent même repeupler. Mais c'est quoi le plan? Et c'est ce qui est en cours. Et tout le monde le sait, parce que c'est que je vous dis, si vous lisez un article qui est sorti il y a quelques semaines de Michael Arong, elle s'appuie sur des commentaires qui sont faits par les experts des Nations Unies. Et nous avons ces éléments, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur l'a déjà abordé en conseil et nous sommes déjà revenus dessus. Alors, la messe qui est dite, la fausse messe qui est dite au niveau du Parlement rwandais, c'est encore une fois du verbiage, parce qu'ici, le gouvernement rwandais tient à tout prix à garder son opinion avec elle, en disant que nous avons des problèmes de sécurité, parce que là-bas, on massacre des Tutsis, encore que le ministre d'État l'a déjà dit ici. Quelle que soit la nature de problème qu'il peut y avoir en RDC, eux n'ont pas le droit d'intervenir. Nous avons les Bazombo ici, nous avons les Bateke, nous avons des tribus transfrontalières. Est-ce que s'il y a un problème avec les Andés dans l'ex-Équateur là-bas, est-ce que le président Touadéra doit intervenir? Et donc, vous voyez qu'ici, c'est un plan malsain qui est concocté et on veut se donner tous les arguments pour venir les justifier devant la propre opinion rwandaise qui commence à se distancer de leur régime. C'est parce que les citoyens rwandais n'ont pas le droit à la parole. Mais si on leur devait donner la parole, je ne suis pas sûr qu'ils embrasseraient tout de suite les schémas ourdis par leur président. Un schéma où on veut commencer à perpétuer des mensonges avec des sénateurs qui ne se gênent pas devant des médias publics de venir tenir des propos qui attaquent les femmes dans ce qu'elles ont de plus précieuses, qui sont victimes des agissements de leur armée. Vous voyez la structuration d'un régime si barbare et qui pense pouvoir se pérenniser ici, soit par eux-mêmes, soit par des supplétifs. C'est là le plan et c'est pourquoi nous sommes debout. C'est pourquoi les Congolais nous sommes télémas. C'est pourquoi toutes les communautés de la RDC, y compris la communauté du ministre d'État, dit non et se mobilise justement pour mettre fin à ces plans malsains d'occuper une partie de notre territoire et de revenir sur les tracés coloniales. C'est vous dire que tout ce qu'ils utilisent comme prétexte, discours de haine, etc., ce ne sont que de prétextes mensongers. Les vraies raisons sont celles-là. Monsieur le ministre d'État, un complément sur cette question. Très bien. Je crois que vous avez pratiquement tout dit sur la question, mais moi je voudrais insister sur le fait que le monde dans lequel nous vivons n'est pas une jungle, où chacun peut se lever, un État peut se lever et fouler aux pieds les règles internationales impunément. Les relations entre États sont définies par, justement, des règles internationales. Et donc, ici, on ne peut pas comprendre. Il y a des exemples dans l'histoire, d'ailleurs. On ne peut pas comprendre que ce soit un État étranger qui vienne faire l'avocat d'une communauté d'un autre pays. Si les communautés de ces pays-là, d'un pays donné, mettons la RDC ici, puisqu'on parle du cas des Tutsis, si les Tutsis s'étaient levés pour dire « nous voulons une autodétermination », parce que nous ne sommes pas acceptés en RDC, nous sommes... Alors, cette autodétermination, c'est celle-là qui peut créer ou engendrer, comme dans le Soudan du Sud, vous savez que le Soudan avant était un seul pays, mais ce que vivaient les Noirs du Soudan a poussé ce peuple-là à s'autodéterminer. Vous comprenez? Mais ici,
en République démocratique du Congo, ce qui est étonnant, ce n'est pas la communauté congolaise qui peut avoir des problèmes, qui demande une autodétermination. Il s'agit d'un autre pays qui vient, qui dit non, 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 cette communauté-là vous devez... parce que c'est ça qu'il y a derrière. Peut-être que vous ne l'avez pas souligné. Ce qu'il y a derrière, ce que le Parlement a pris comme résolution, ce sont des visées territoriales. Ce sont des visées pour dire que puisque ces populations se sont retrouvées de l'autre côté de la frontière à cause des limites fixées par la colonisation, eh bien, nous voulons récupérer ces espaces dans lesquels ils vivent. C'est ça qu'il y a derrière, c'est ça l'agenda. Le véritable agenda, c'est celui-là. Et maintenant, on commence à utiliser des mécanismes nationaux, passant par le Parlement, une résolution, pour que demain, on puisse passer véritablement à l'action. Donc c'est ça le but. Vous comprenez? Alors, nous disons qu'il n'y a pas, en République démocratique du Congo, des espaces ou des personnes ou des communautés qui ont décidé qu'elles puissent être récupérées par le Rwanda, ou que leurs espaces puissent être... Et il ne faut pas oublier aussi qu'en parlant que des Tutsis, mais les Tutsis ne vivaient pas seuls, même dans l'époque coloniale, ou l'époque des royaumes et des empires. Si tant est qu'ils vivaient dans ces parties, dans ces espaces, Rutshuru, Masisi, ils n'étaient pas seuls. Et donc, lorsqu'on parle de... Même si on devait, dans l'impossible, je suis dans l'impossible où il y aurait quelqu'un qui voulait le faire, mais ce n'est pas que une communauté qui vit avec les autres, qui dit, moi, je décide que, voilà, je veux m'autodéterminer. Non. Ils étaient avec les Hutus, ils étaient avec les Nyanga, ils étaient avec les Houndé, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, ceux de notre communauté qui veulent servir ces intérêts-là ne pourront pas y arriver parce qu'il y a les autres communautés qui ne vont pas les rejoindre dans cette démarche-là. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer, c'est tout simplement invraisemblable. Voilà pourquoi on utilise la terreur. Voilà pourquoi on utilise la force armée pour faire taire ceux qui osent lever le doigt ou lever la bouche pour pouvoir dire le contraire de leur agenda. C'est ce qui est en train de se passer. Et malheureusement, pour eux, c'est que même nos villes qui sont occupées aujourd'hui, il y a une vraie résistance. Il y a une résistance silencieuse peut-être, parce qu'ils n'ont pas d'armes pour pouvoir réagir. Mais ils résistent. On leur parle. Et ils demandent quand est-ce que, finalement, nous allons revenir dans le giron national, nonobstant la propagande que nous pouvons entendre de leurs affidés. C'est ça la réalité. Voilà ce que je pourrais dire. Voilà.